Au commencement du XVe siècle, la guerre de Cent Ans ravageait le royaume de France depuis déjà près de 80 années. Les campagnes, les villes et les bourgs avaient été maintes fois détruits, reconstruits, puis de nouveau ruinés par les flammes et le fer. Dans ce contexte de désolation générale, la cité de Montargis, située dans le Gâtinais, allait devenir le théâtre d'un épisode mémorable de la lutte entre les armées du roi de France et celles du roi d'Angleterre alliées aux Bourguignons. Le siège de Montargis, qui eut lieu durant l'été de l'an 1427, fut l'un des épisodes les plus significatifs de la résistance française avant la grande reconquête conduite quelques années plus tard par la Pucelle d'Orléans. À cette époque, la France était divisée. Une partie du royaume, au nord, reconnaissait l'autorité du roi d'Angleterre Henri VI, qui prétendait au trône de France en vertu du traité de Troyes, signé 12 ans plus tôt. Au sud et à l'ouest demeurait le domaine du dauphin Charles, fils du défunt Charles VI, que ses partisans appelaient déjà Charles VII, bien qu'il ne fût pas encore couronné. Entre les deux zones s'étendaient des territoires disputés, des villes fortifiées tantôt françaises, tantôt anglaises, selon le sort des armes et les intrigues des seigneurs locaux. Montargis était alors une place de grande importance stratégique. Située sur les voies reliant la Loire à la Seine, à mi-chemin entre Orléans et Sens, elle commandait un passage essentiel pour le transport des troupes, des vivres et des communications. Tenir Montargis signifiait assurer la liaison entre le centre du royaume fidèle au dauphin et les provinces du nord encore indécises. C'est pourquoi les Anglais, maîtres d'une grande partie de l'Île-de-France, décidèrent d'en faire le siège afin d'étendre leur domination vers le sud. À cette date, la ville était défendue pour le compte du dauphin par une garnison composée d'environ 200 hommes d'armes et d'une centaine d'archers placés sous le commandement de Guillaume d'Albret et du capitaine François de Vignoles, dit La Hire, l'un des plus intrépides compagnons d'armes du futur roi. Les murailles de Montargis, construites de pierre épaisse, entouraient la ville en formant un ovale irrégulier, défendu par plusieurs tours et par des fossés remplis d'eau provenant du Loing et de plusieurs canaux. Ces ouvrages hydrauliques, ingénieusement entretenus, allaient y jouer un rôle décisif dans la défense de la cité. Vers la fin du mois de juillet, une armée anglaise, composée de près de 6000 hommes selon les chroniques, s'avança depuis le nord sous la conduite de Richard Beauchamp, comte de Warwick, et de John Talbot, seigneur de Shrewsbury. Ces deux capitaines étaient réputés pour leur discipline et leur bravoure, et leurs troupes comptaient de nombreux archers longbowmen dont la réputation de précision et de rapidité de tir semait la terreur parmi les soldats français. Les Anglais établirent leur campement autour de la ville, plaçant des engins de siège à divers points pour bombarder les murailles. Ils installèrent des trébuchets, des mangonneaux et des canons primitifs, encore grossiers mais capables d'ébranler les défenses. Leur but n'était pas tant de donner un assaut immédiat que d'affamer la garnison et d'épuiser la population civile. Pendant plusieurs jours, les communications avec l'extérieur furent coupées. Les habitants, conscients du péril, organisèrent la défense avec une résolution admirable. Les femmes transportaient les pierres et les projectiles jusqu'aux créneaux, les prêtres encourageaient les soldats en célébrant des messes quotidiennes dans l'église Saint-Louis, et les artisans transformaient leurs outils en armes improvisées. Les capitaines français, La Hire et d'Albret, décidèrent de faire appel au secours du maréchal de Boussac et du célèbre Étienne de Vignoles, frère de La Hire, qui se trouvait dans la région d'Orléans. Ces chefs, informés de la situation critique, se mirent en route avec une troupe de secours composée d'environ 1000 combattants. Toutefois, avant leur arrivée, les Anglais avaient déjà commencé à resserrer leur étreinte. Le comte de Warwick fit construire un grand retranchement en terre au nord de la ville, destiné à intercepter toute tentative de sortie. D'autres détachements contrôlaient les routes vers l'est et l'ouest, empêchant toute entrée de vivres. À l'intérieur des murs, la disette commença à se faire sentir. Les habitants rationnèrent le pain et le vin, partageant équitablement les maigres ressources disponibles. Malgré la détresse, l'esprit de résistance ne faiblit pas. La Hire, toujours impétueux, encourageait ses hommes par l'exemple, montant souvent sur les remparts pour observer les positions ennemies. Il faisait tirer de petits canons, appelés veuglères, qui lançaient des boulets de pierre sur les machines anglaises. Ces projectiles causaient parfois de grands dommages, car les charpentes des engins n'étaient pas protégées. Plusieurs fois, les Anglais tentèrent d'approcher les fossés, mais les défenseurs, en manœuvrant les vannes des canaux, parvinrent à inonder une partie du terrain environnant, transformant les prairies en marécages impraticables.
Cette inondation soudaine ralentit les mouvements de l'ennemi et sauva temporairement la ville. Le comte de Warwick, furieux de cette résistance inattendue, ordonna de combler les fossés avec des fascines, des tonneaux et même des cadavres d'animaux. Pendant que ces soldats y travaillaient, les archers français postés sur les tours tiraient sans relâche, tandis que les habitants jetaient des pierres et des chaudrons d'eau bouillante. Chaque tentative anglaise d'approche se soldait par de lourdes pertes. Les chroniqueurs rapportent que durant ces premières semaines du siège, plus de 500 hommes périrent de part et d'autre. Toutefois, la supériorité numérique anglaise restait écrasante, et sans renfort, Montargis aurait tôt ou tard succombé. Pendant ce temps, le dauphin Charles, installé à Bourges, suivait avec inquiétude la situation. Il savait qu'une chute de Montargis ouvrirait la route d'Orléans et menacerait tout son domaine. Aussi chargea-t-il le maréchal de Boussac et Jean de Dunois, comte de Longueville, de préparer une opération de secours. Le maréchal réunit ses troupes à Loris, une petite ville à quelques lieues de là, où il reçut des informations précises de La Hire par l'intermédiaire d'un messager ayant réussi à franchir les lignes ennemies de nuit. Ce message décrivait la position des Anglais, la topographie des lieux, et signalait surtout la présence de digues et de canaux pouvant être utilisés contre l'ennemi. Boussac, homme prudent mais ingénieux, élabora alors un plan audacieux. Il proposa d'utiliser les eaux du Loing pour inonder le camp principal anglais en brisant certaines digues au moment opportun. Ce stratagème, s'il réussissait, pouvait anéantir une partie de l'armée ennemie sans combat direct. Pour le mettre à exécution, il fallait toutefois une parfaite coordination entre les assiégés et les troupes de secours. Dans la nuit du 17 août, un nouveau messager partit de Montargis pour porter à Boussac la confirmation de la disponibilité des écluses et des vannes. La Hire promit de donner le signal par un feu allumé sur la plus haute tour de la ville dès que les Français approcheraient. Le lendemain, les Anglais, ignorant ces préparatifs, poursuivaient leurs travaux de siège. Ils avaient dressé des pontons et des plateformes de tir, croyant le terrain suffisamment sec pour un assaut prochain. Les canons anglais, quoique peu précis, avaient ouvert une brèche dans la muraille nord, et Warwick songeait à un assaut général pour le lendemain. Mais la Providence, ou plutôt la ruse française, allait changer le cours des événements. À l'aube du 18e jour du mois d'août de l'an 1427, la brume couvrait encore les prairies autour de Montargis, lorsque les troupes françaises, commandées par le maréchal de Boussac, commencèrent à se mettre en marche depuis Loris. Elles comptaient environ 1500 hommes, parmi lesquels figuraient plusieurs capitaines renommés, Étienne de Vignolles, frère de La Hire, Jean de Dunois, alors jeune mais déjà expérimenté, et le chevalier Florent d'Illiers. L'armée progressait en silence, guidée par des habitants connaissant parfaitement les chemins et les canaux du Gâtinais. Ces guides, au nombre d'une douzaine, avaient juré sur la croix de Saint-Louis de ne point trahir. Leur tâche consistait à mener les troupes jusqu'aux digues qui retenaient les eaux du Loing et de la Cléry, deux affluents dont les dérivations entouraient la ville. L'idée du maréchal de Boussac était de profiter du relief naturel. Les Anglais, installés sur des terrains bas, avaient de placer leurs tentes et leurs machines dans une dépression traversée par plusieurs ruisseaux canalisés. Si ces digues venaient à céder, le flot submergerait tout le campement. Tandis que ces manœuvres se préparaient au dehors, à l'intérieur de Montargis, La Hire et Guillaume d'Albret maintenaient une vigilance constante. La garnison était réduite à moins de 300 hommes valides, plusieurs ayant été blessés ou affaiblis par la faim. Cependant, l'arrivée imminente des secours ranima les esprits. Les habitants, informés par La Hire du plan convenu avec Boussac, se tinrent prêts à ouvrir les écluses au signal convenu. Vers la 3e heure après-midi, les éclaireurs de Boussac aperçurent les tours de Montargis à travers la brume. Le maréchal ordonna de déployer ses troupes en 2 colonnes. La première, dirigée par Étienne de Vignolles et Dunois, devait s'approcher discrètement des digues situées à l'ouest pour les rompre. La seconde, qu'il commandait lui-même, devait se tenir prête à attaquer les Anglais lorsque le désordre se serait répandu dans leur camp. Les Anglais, de leur côté, s'apprêtaient précisément ce jour-là à lancer un assaut général sur la brèche qu'ils avaient ouverte dans la muraille nord. Le comte de Warwick avait donné l'ordre à ses capitaines de former 3 bataillons. John Talbot commandait la première ligne, composée de chevaliers et d'archers, la seconde ligne regroupait les hommes d'armes, la troisième gardait les machines et les vivres. Aux environs de la 4e heure, alors que les tambours anglais battaient le rassemblement, les sentinelles de Montargis aperçurent au loin des signaux de fumée venus des bois.
C'était le signal convenu. La Hire ordonna aussitôt d'allumer le feu sur la tour du nord afin de répondre. Ce feu, visible de loin, indiquait à Boussac que la coordination était assurée. Étienne de Vignoles fit alors rompre les premières digues. Les paysans, armés de pelles et de pics, frappèrent les ouvrages de terre tandis que les soldats les couvraient de leurs boucliers. En quelques instants, l'eau jaillit avec fracas, s'engouffrant dans les fossés et dévalant vers le camp anglais. Une deuxième digue céda, puis une troisième. Le flot grossit rapidement, entraînant branchages, pierres et débris. À ce moment précis, la Hire fit ouvrir les écluses de la ville, augmentant encore le courant. L'eau, gonflée par plusieurs jours de pluie, se répandit sur toute la plaine. Les Anglais, surpris, virent leur campement se transformer en bourbier. Les tentes s'effondraient, les machines de siège vacillaient, et les chevaux, pris de panique, s'embourbaient. Warwick, croyant d'abord à une simple inondation naturelle, tenta de rallier ses hommes sur les points élevés, mais il était trop tard. Le flot continuait de monter, atteignant parfois la hauteur de la ceinture. Les archers, incapables de bander leurs arcs détrempés, perdaient toute efficacité. Dans le même temps, Boussac lança l'attaque principale. Ses cavaliers, passant par un gué qu'ils connaissaient, tombèrent sur le flanc du dispositif anglais désorganisé. Les cris des hommes, le fracas des armes et le mugissement des eaux produisirent une confusion indescriptible. Les Français, galvanisés, frappaient sans relâche. Dunois, à la tête de ses compagnons, fit irruption dans le camp ennemi, renversant les tentes et s'emparant des canons. Étienne de Vignoles, animé d'une ardeur farouche, poursuivait les Anglais jusque dans les marécages. Beaucoup périrent de noyés, d'autres furent pris ou taillés en pièces. La Hire, voyant du haut des murailles le tumulte du combat, ordonna une sortie générale. Les portes furent ouvertes et les défenseurs se ruèrent dehors, criant « Montargis, Montargis et le roi Charles !» Ce cri retentit comme un tonnerre sur le champ détrempé. Les Anglais, pris entre deux feux, tentèrent de se replier vers le nord, mais leur retranchement était submergé. Warwick, comprenant que la bataille était perdue, donna l'ordre de battre en retraite vers Pithiviers. Talbot, furieux, voulut rallier quelques centaines d'hommes pour sauver les machines, mais un boulet de Veuglers venu des remparts renversa sa monture et le força à fuir. La poursuite française se prolongea jusque tard dans la soirée. Les vaincus abandonnèrent leurs armes, leurs vivres et leurs bagages. Plus de 1000 Anglais périrent ce jour-là, noyés ou tués par le fer. Les Français perdirent environ 150 hommes, mais la victoire était complète. Lorsque la nuit tomba, les survivants anglais s'étaient retirés en désordre, laissant derrière eux un spectacle de désolation. Le champ de bataille n'était qu'une vaste étendue de boue parsemée de débris et de cadavres. Les eaux lentement se retirèrent, laissant apparaître les tentes effondrées et les engins brisés. Au matin du 19e août, les habitants de Montargis s'ouvrirent les portes pour accueillir les troupes de secours. Le maréchal de Boussac entra dans la ville au milieu des acclamations. Les cloches sonnèrent dans toutes les églises et une procession solennelle fut organisée pour rendre grâce à Dieu. Le curé de Saint-Louis célébra une messe d'action de grâce en présence de la Hire, de Dunois et de Boussac, qui remercièrent la Providence d'avoir sauvé la cité. Le dauphin, apprenant la nouvelle à Bourges, manifesta une grande joie. Il fit parvenir des lettres de remerciement aux capitaines et aux habitants et accorda à la ville de Montargis le privilège de porter sur ses armes la devise « Montargis la loyale ». Ce titre, conservé jusqu'à nos jours, rappelle la fidélité de ses habitants au royaume de France. Cependant, la guerre était loin d'être terminée. La victoire de Montargis, bien que retentissante, n'était qu'un épisode dans la longue lutte contre les Anglais. Le comte de Warwick, humilié, jura de se venger. Dans ses rapports adressés au duc de Bedford, régent du royaume pour le jeune roi Henri VI, il minimisa sa défaite en prétendant que des pluies diluviennes avaient causé le désastre, mais les témoins savaient que la manœuvre française avait été d'une rare habileté. Ce succès eut un effet moral considérable. Dans tout le royaume, on parla du miracle de Montargis, où une petite garnison avait résisté à une armée entière grâce au courage et à l'intelligence de ses chefs. Les chroniqueurs, tels que Jean Chartier et Enguerrand de Monstrelet, consignèrent cet événement dans leurs récits, louant la prudence du maréchal de Boussac et la bravoure de la Hire. Dans les semaines qui suivirent, le dauphin ordonna la réparation des murailles et l'entretien des canaux, afin que la ville pût à nouveau servir de bastion avancé. Des vivres furent envoyés depuis Orléans,
et plusieurs familles réfugiées dans les campagnes revinrent et s'y établirent. L'économie locale, bien que meurtrie, retrouva quelque vigueur grâce au commerce du blé et du vin, mais la population gardait le souvenir terrible du siège. Les maisons écroulées, les champs ravagés et les morts ensevelis à la hâte rappelaient la fragilité de la paix. Les années suivantes virent d'autres combats autour d'Orléans, de Meung et de Beaugency, jusqu'à l'apparition de Jeanne d'Arc qui, en l'an 1429, libéra Orléans et changea le destin de la France. Pourtant, Montargis demeura dans la mémoire comme un symbole de résistance avant l'heure, un prélude à la renaissance du royaume. C'est là que les capitaines français avaient appris à coordonner leurs forces, à utiliser le terrain et à frapper l'ennemi par la ruse, plutôt que par la seule force brute. Ce savoir allait bientôt porter ses fruits dans les campagnes suivantes. Après la grande victoire du mois d'août de l'an 1427, Montargis se trouva momentanément libéré du danger anglais. Cependant, le souvenir du siège demeura vif dans les esprits. Le maréchal de Boussac, avant de quitter la cité, ordonna la restauration immédiate des fossés et des digues, afin que nul ennemi ne pût profiter d'une faiblesse future. Il laissa une garnison renforcée d'environ 400 hommes sous le commandement de Guillaume d'Albret et retourna à Bourges pour rendre compte au dauphin Charles de l'issue de l'opération. Ce dernier, en apprenant la victoire, comprit qu'elle représentait bien plus qu'un succès local. Elle démontrait que la résistance française pouvait désormais se mesurer aux forces anglaises sur un pied d'égalité. Le dauphin convoqua alors son conseil à Celles-sur-Cher pour examiner la situation militaire du royaume. Y assistaient Jean de Dunois, Étienne de Vignoles, Arthur de Richemont et plusieurs notables des provinces du centre. Tous s'accordaient à dire que l'exemple de Montargis devait être suivi et amplifié. Les chroniques rapportent que le dauphin déclara en ces termes « Si Montargis fut sauvé par l'union du courage et de la prudence, c'est par ces mêmes vertus que la France recouvrera sa couronne. » À la suite de cette réunion, il ordonna la fortification de plusieurs places autour d'Orléans, notamment Beaugency et Jargeau, et confia à Dunois la tâche de surveiller la région du Loiret. Pendant ce temps, dans le camp anglais, la défaite de Montargis produisit une profonde amertume. Le duc de Bedford, régent du royaume pour le jeune roi Henri VI, convoqua le comte de Warwick et John Talbot à Paris afin d'exiger des explications. Warwick tenta de se justifier en arguant que la nature s'était liguée contre lui. Mais Bedford, homme plus politique que soldat, comprit que la perte de Montargis risquait d'encourager d'autres villes à se soulever. Il ordonna donc de renforcer la garnison d'Étampes et d'accroître les patrouilles sur la route d'Orléans. Dans les mois qui suivirent, de nombreuses escarmouches eurent lieu dans la région. Les compagnies françaises, désormais mieux organisées, harcelaient les convois anglais et détruisaient leurs entrepôts. La Hire, devenue célèbre par sa défense héroïque, reçut la charge de capitaine général de la ville de Meung-sur-Loire. Son nom inspirait à la fois respect et crainte. Il était connu pour sa hardiesse au combat, mais aussi pour sa piété brusque. Avant chaque bataille, il récitait une prière qu'il avait composée lui-même, demandant à Dieu de lui accorder victoire s'il se battait pour une cause juste. Cette ferveur guerrière contribua à forger la légende des capitaines du roi Charles. Montargis, quant à elle, se transforma peu à peu en centre de ravitaillement et de résistance. Les artisans réparèrent les armes, les forgerons fondirent les métaux récupérés sur les débris anglais pour fabriquer de nouvelles épées et des pointes de flèches. Les moulins, remis en marche, fournissaient du blé aux troupes du dauphin. Les prêtres prêchaient dans les églises en louant la loyauté de la cité et en exhortant les fidèles à persévérer dans la foi et la fidélité au roi légitime. C'est aussi à Montargis que se rencontrèrent pour la première fois plusieurs capitaines qui allaient plus tard participer à la délivrance d'Orléans. Dunois, La Hire, Pothon de Xaintrailles et Florent d'Illiers. Ces hommes, unis par l'expérience commune du siège, développèrent une véritable fraternité d'armes. Ils partageaient la conviction que le salut du royaume ne pouvait venir que d'une action énergique, conduite non par la peur, mais par l'espérance. De l'autre côté, les Anglais, malgré leur puissance, commençaient à montrer des signes d'épuisement. Leur campagne prolongée, le coût du maintien des garnisons et la résistance croissante des populations rendaient leur domination de plus en plus fragile. Le siège de Montargis, par son échec cuisant, avait ébranlé le prestige de leurs armes. Dans plusieurs provinces, les habitants refusaient désormais de payer les tributs imposés par les officiers anglais.
On vit même certaines villes naguère soumises, comme Gien et Châteauneuf, renouer des liens secrets avec les agents du dauphin. Les espions français rapportaient ces nouvelles à Bourges, où le moral des partisans s'élevait de jour en jour. Cependant, tout n'était pas encore assuré. L'hiver qui suivit la victoire de Montargis fut rigoureux. Les troupes du dauphin manquaient de vivres et les communications demeuraient précaires. Plusieurs capitaines anglais, notamment Salisbury et Suffolk, tentèrent de reprendre l'initiative au printemps suivant. Ils lancèrent des expéditions vers la Loire, espérant couper les routes commerciales qui alimentaient Montargis et Orléans. À plusieurs reprises, des colonnes anglaises apparurent aux abords des forêts de Loris et de Bellegarde, mais elles furent repoussées par de petites garnisons françaises qui connaissaient le terrain. Les chroniques mentionnent un combat particulièrement violent survenu près du pont de Sepoix, où une compagnie anglaise de 300 hommes fut anéantie par les forces de Dunois et de La Hire. Ce succès, bien que modeste, confirma la supériorité tactique acquise par les Français depuis Montargis. C'est à cette époque que se répandit parmi les soldats français une chanson populaire célébrant la résistance de la ville. On y chantait « Montargis la loyale, debout contre l'anglais, garde la foi royale et ne fléchit jamais ». Ces vers simples mais vibrants exprimaient le sentiment d'une nation renaissante. Dans les châteaux du Berry, comme dans les villages du Gâtinais, on les répétait avec fierté, signe que la mémoire du siège s'était déjà transformée en légende patriotique. En Angleterre, la nouvelle du désastre provoqua de vives discussions au Conseil du roi. Certains conseillers proposèrent d'abandonner la guerre pour consolider les possessions déjà acquises, mais les plus belliqueux, menés par le duc de Bedford, soutinrent qu'il fallait au contraire frapper un grand coup pour rétablir la crainte du nom anglais. C'est ainsi qu'ils décidèrent de préparer un nouveau siège, celui d'Orléans qui devait s'ouvrir 2 ans plus tard et devenir le point tournant de toute la guerre. Les événements de Montargis avaient donc non seulement sauvé une cité, mais aussi contribué à dessiner les contours de la future reconquête. En France, les chroniqueurs commencèrent à rédiger des récits détaillés du siège, destinés à encourager les villes encore incertaines. L'un d'eux, un clerc de Montargis nommé Pierre Le Moyne, écrivit un petit livre intitulé « La délivrance de Montargis », où il décrivit les faits avec un soin scrupuleux, citant les noms des habitants, des capitaines et des prêtres qui avaient participé à la défense. Ce manuscrit, conservé plus tard dans les archives de la ville, devint une source précieuse pour les historiens. Il y rapporte, entre autres, que les eaux libérées des canaux avaient été calculées de manière si précise que la marée artificielle avait emporté les machines ennemies sans endommager les murailles. Cette précision montre le degré d'organisation atteint par les ingénieurs militaires d'un Français souvent formés dans les monastères où l'on enseignait la géométrie et la mécanique. C'est également à partir de Montargis que le dauphin décida de promouvoir davantage l'usage de l'artillerie, convaincu par l'efficacité des petits canons employés durant le siège. Ainsi, dans les arsenaux de Bourges et de Chinon, on commença à fondre de nouvelles pièces plus légères, capables d'être déplacées rapidement sur le champ de bataille. Ce progrès technique allait jouer un rôle décisif quelques années plus tard dans la reconquête. Le siège de Montargis, en somme, fut une école de guerre pour les Français. Il leur apprit la valeur de la coordination, l'importance de l'ingéniosité et la puissance morale d'un peuple uni autour de son souverain. Chaque soldat, chaque habitant, du plus humble au plus noble, avait contribué à la victoire, et cette expérience collective allait nourrir le sentiment national. Lorsque 2 ans plus tard, Jeanne d'Arc parut sur la scène de l'histoire, elle trouva des capitaines aguerris par Montargis, prêts à la suivre sans hésitation. Dans les années qui suivirent le siège de Montargis, la renommée de la ville et de ses défenseurs se répandit dans tout le royaume. Ce n'était plus seulement une victoire militaire, mais un symbole vivant de la résistance française face à l'envahisseur anglais. Les poètes, les clercs et les chroniqueurs mentionnaient Montargis comme une cité bénie, préservée par la providence divine et par le courage de ses habitants. Le dauphin Charles, reconnaissant, confirma par lettre patente, datée de l'an 1428, les privilèges déjà accordés à la ville, et y ajouta des exemptions d'impôts pour une durée de 10 années. Il ordonna aussi que fût élevé un monument commémoratif dans l'église Saint-Louis, où furent gravés les noms des capitaines La Hire, Guillaume d'Albret et du maréchal de Boussac. Ces marques d'honneur consolidaient la réputation de Montargis comme la loyale entre toutes les loyales. Au même moment, la situation générale du royaume restait encore fragile.
Les Anglais tenaient toujours Paris, Rouen et une grande partie du nord. Le duc de Bedford continuait de gouverner au nom du jeune roi Henri VI, et ses garnisons multipliaient les raids pour maintenir la pression sur les provinces restées fidèles au dauphin. Mais la confiance changeait de camp. Partout en France, on murmurait que la fortune des armes anglaises déclinait. Le souvenir du désastre de Montargis revenait sans cesse dans les conversations, comme la preuve que l'ennemi n'était pas invincible. Dans les tavernes, les soldats français évoquaient la manœuvre des digues avec admiration, la qualifiant de miracle de l'eau et du courage. À la cour du Dauphin, ce succès servait de modèle aux jeunes officiers. Dunois, La Hire et Xaintrailles formaient désormais le noyau dur de la future armée royale. Ils enseignaient aux nouvelles recrues les leçons tirées de Montargis, observer le terrain, exploiter les ressources locales et frapper avec intelligence plutôt qu'avec témérité. Cette doctrine nouvelle allait s'incarner bientôt dans la stratégie de Jeanne d'Arc. Lorsque celle-ci se présenta devant le dauphin à Chinon au début de l'an 1429, plusieurs de ses conseillers évoquèrent devant elle la victoire de Montargis pour illustrer la puissance de la foi et de la volonté française. Jeanne, en les écoutant, déclara que Dieu, qui avait donné Montargis, donnerait aussi Orléans. Ces paroles trouvèrent un écho profond parmi les vétérans du siège, dont certains la rejoignirent peu après. On dit que La Hire lui-même, en l'apercevant pour la première fois, reconnut dans son regard la même ardeur qu'il avait vue chez les défenseurs de Montargis lors des jours de péril. Cette continuité entre les deux épisodes fut relevée par de nombreux chroniqueurs. L'esprit de résistance qui s'était affirmé à Montargis annonçait celui qui devait triompher à Orléans. Sur le plan matériel, la ville continua à jouer un rôle stratégique pendant toute la décennie. Ses canaux, soigneusement entretenus, servaient au transport des vivres vers Orléans et Blois. Le château, renforcé de nouvelles tours, abritait un dépôt d'armes et une garnison permanente. Les ingénieurs français, tirant les leçons du siège, mirent au point de nouveaux systèmes de défense basés sur le contrôle des eaux. Dans plusieurs autres cités du royaume, notamment à Meung et à Beaugency, on construisit des fossés et des digues, semblables à ceux de Montargis. L'hydraulique militaire, longtemps négligée, devint un art respecté. Les années passant, les témoins directs du siège commencèrent à disparaître, mais la mémoire de l'événement se transmit fidèlement. Dans les registres municipaux, on trouve encore la mention de cérémonies annuelles instituées en commémoration de la délivrance. Chaque 18 août, les cloches sonnaient dès l'aube et une procession parcourait les rues de la ville jusqu'à la rivière Loing, où l'on bénissait les eaux d'eau en souvenir du miracle qui avait sauvé Montargis. Les habitants, vêtus de leurs plus beaux habits, portaient des bannières ornées de la croix blanche et de la devise « Montargis la loyale ». Des enfants récitaient des vers en l'honneur des anciens défenseurs et les prêtres prononçaient des sermons rappelant que la fidélité au roi et à Dieu demeurait la plus sûre des forteresses. Ces traditions contribuèrent à entretenir un sentiment d'identité profonde, à la fois religieuse et patriotique. Sur le plan politique, la victoire de Montargis avait aussi eu des conséquences durables. Elle avait renforcé la position du dauphin face à certains seigneurs hésitants, notamment ceux du Berry et de la Touraine, qui doutaient encore de la légitimité de son autorité. Voyant qu'une petite cité avait tenu tête victorieusement à l'ennemi, plusieurs barons décidèrent de se rallier définitivement à lui. Parmi eux se trouvait Georges de la Trémoille, qui devint l'un de ses conseillers les plus influents. Ce ralliement progressif prépara la consolidation du pouvoir royal qui devait s'accomplir quelques années plus tard avec le couronnement à Reims. Ainsi, le siège de Montargis, bien qu'épisode local, eut un impact national. Il montra que la victoire n'était pas seulement affaire de puissance, mais aussi de foi et de constance. Les Anglais eux-mêmes reconnurent plus tard la singularité de cet échec. Dans certaines chroniques britanniques, on trouve la mention d'un désastre d'eau survenu dans le Gâtinais, attribué à la perfidie du terrain et aux pluies, mais les historiens modernes savent qu'il s'agissait d'une défaite due à la supériorité de la stratégie française. Le comte de Warwick, mort quelques années plus tard, emporta dans sa tombe le souvenir amer de cette journée. Talbot, survivant du désastre, continua à guerroyer jusqu'à sa propre mort à Castillon, mais il n'oublia jamais Montargis. On raconte qu'il en parlait encore à ses officiers comme d'une leçon douloureuse. En France, le temps fit son œuvre, transformant peu à peu les faits en légendes.
Au XVIe siècle, un poète local composa une chanson épique intitulée La loyale Montargis, qui fut imprimée à Orléans et chantée sur les places publiques. Au XVIIe siècle, les historiens royalistes, tels que Mézeray, virent dans l'épisode une préfiguration de la grandeur future du royaume. Ils soulignaient que la Providence avait choisi Montargis pour montrer à la France qu'elle pouvait se sauver par elle-même, sans attendre le secours étranger. Dans les siècles suivants, le souvenir demeura vivant. Pendant les guerres de religion, les habitants rappelèrent leur antique fidélité pour refuser d'ouvrir leurs portes aux bandes armées. Sous le règne de Louis XIII, la ville reçut la visite du cardinal de Richelieu, qui s'intéressa à ses fortifications et loua la sagesse de ses anciens défenseurs. Même durant la Révolution française, lorsque tant de symboles monarchiques furent tard détruits, les Montargois conservèrent avec respect les archives du siège, considérant qu'elles appartenaient non à un roi, mais à la patrie. Au XIXe siècle, les historiens romantiques redécouvrirent cet épisode et le replacèrent dans le grand récit de la nation. Des peintres, comme Delaroche et Lenepveu, représentèrent sur leur toile la scène dramatique où les eaux se déversent sur le camp anglais. Ces œuvres furent exposées dans les musées et contribuèrent à populariser l'événement auprès du public. Dans les écoles, on enseignait que Montargis avait été le premier signe de la Renaissance française, avant Orléans et Reims. Aujourd'hui encore, le blason de la ville porte fièrement la devise héritée de ces temps héroïques. Mais au-delà des symboles, l'histoire du siège de Montargis demeure une leçon intemporelle. Elle rappelle que dans les périodes les plus sombres, le courage collectif peut suppléer à la faiblesse des moyens et que la ruse ingénieuse d'un peuple uni vaut mieux que la force brutale d'un conquérant. Elle montre aussi combien la géographie, la nature et l'intelligence humaine peuvent s'allier pour défendre la liberté. Car à Montargis, ce ne fut ni le hasard, ni un miracle surnaturel qui fit fuir l'ennemi, mais la volonté concertée d'hommes et de femmes déterminés à ne pas plier. Ce message, transmis à travers les siècles, garde encore toute sa force. Ainsi s'achève l'histoire du siège de Montargis, cité fidèle entre toutes, qui dans la tourmente de la guerre de Cent Ans sut incarner la ténacité et l'espérance de la France. De cette victoire jaillit une lumière qui, bien que vacillante, ne s'éteignit jamais, éclairant la route jusqu'à Orléans, Reims et la paix finale. Le nom de Montargis reste à jamais gravé dans la mémoire nationale, non seulement comme un lieu de bataille, mais comme un symbole de la résistance, de la foi et du génie français.